Hercule Poirot et le mystère de la dernière page. Chapitre 1. Le manuscrit disparu. C'était par une fraîche matinée de novembre que je reçus la convocation. Un télégramme, rédigé d'une écriture serrée et précipitée, fut livré à mon appartement de Kensington, avant même que j'aie pris mon thé. Le nom inscrit au bas de la lettre était indubitable. Hercule Poirot. Venez vite. Urgent. Quelque chose d'étrange à la British Library. HP. En moins d'une heure, j'étais assis en face de Poirot dans une salle de lecture silencieuse, nichée au cœur des couloirs labyrinthiques de la British Library. Malgré l'heure matinale, Poirot était impeccablement vêtu de son costume anthracite, sa pochette en soie parfaitement arrangée, sa moustache, une merveille de géométrie parfaite. Seule une légère tension dans son front trahissait que quelque chose clochait. « Mon ami, dit-il en se levant pour me saluer, votre promptitude est louable. Nous sommes à nouveau au bord d'une situation des plus étranges. C'est ce que j'ai compris de votre télégramme, ai-je répondu. Que s'est-il passé? Poirot me fit signe de m'asseoir. Nous intervenons dans une affaire aux implications à la fois littéraires et criminelles, Hastings. Un manuscrit a disparu, mais pas n'importe lequel, un dernier chapitre manquant, la dernière page d'un roman policier inédit du regretté et grand Edgar Rivington. J'ai cligné des yeux. Rivington, l'auteur de romans policiers? Celui-là même, dit Poirot. Un géant du genre, décédé le mois dernier, assez brutalement. Que restait-il de sa dernière œuvre? Le domino de verre a été légué à la British Library par sa succession. Mais lorsque les archivistes ont ouvert le folio scellé il y a 2 jours, ils ont découvert qu'il manquait quelque chose. La dernière page, ai-je deviné? Poirot hocha la tête. Oui, le dernier chapitre était incomplet. L'histoire s'arrête au milieu d'une phrase, comme si quelqu'un avait effacé la fin avant que le folio ne soit scellé. Je fronçai les sourcils. Mais il pourrait s'agir d'une erreur administrative, ou peut-être que Rivington ne l'a jamais terminé. Sauf, dit Poirot en levant un doigt ganté, qu'il a fait une copie carbone du dernier chapitre a été tapée et mise sous clé par son avocat, maître Lionel Stoker. L'enveloppe a été retrouvée vide il y a 2 jours. Un vol alors, précisément. Un vol non pas de bijoux ni de monnaie, mais de récits. Poirot se pencha. Quelqu'un ne voulait pas. Le domino devait pour finir. Ou peut-être qu'ils voulaient réécrire la fin eux-mêmes. J'y ai réfléchi. Des suspects? Plusieurs, dit Poirot, avec cette lueur de défi que je connaissais trop bien. Et tous motivés. L'éditeur de Rivington, qui craignait un accueil mitigé. Son fils, dont il était séparé, qui n'hérite que si l'ouvrage est bien accueilli. Son ancien assistant, licencié après une dispute pour plagiat. Et un autre encore, un écrivain rival qui accusait autrefois Rivington de vol d'idées. Je sifflai doucement. Une sacrée collection. Poirot croisa les mains. Et pourtant, ce n'est pas seulement une question de qui, mais pourquoi maintenant? Le testament stipule que le manuscrit doit être publié intégralement dans les 30 jours suivant son décès, faute de quoi les droits seront restitués à une fiducie privée gérée par la famille. Pas de dernière page, pas de publication, pas de scandale, et peut-être pas de vérité. Il se leva brusquement. « Venez, j'ai pris des dispositions pour que nous puissions consulter le manuscrit nous-mêmes. » On nous a conduits à travers des couloirs et des portes vitrées verrouillées jusqu'à une petite salle d'archives où un seul folio était déposé sous verre. L'archiviste en chef, une femme mince et méticuleuse nommée
Mademoiselle Evangeline Phelps, nous a accueillis avec un léger froncement de sourcils et des gants blancs. Nous le traitons à la fois comme une propriété littéraire et comme une preuve potentielle, dit-elle en ouvrant la boîte et en soulevant le manuscrit avec révérence. Enfin, ce qu'il en reste. Les pages étaient dactylographiées, annotées de commentaires éditoriaux au crayon et étonnamment fines. Poirot lut en silence, hochant parfois la tête, puis s'arrêta vers la fin. « Voilà, dit-il. Le dernier paragraphe s'éteint, et ainsi, dans la lueur du gaz, le tueur se retourna et murmura. Et puis plus rien. « Pas de page volante ?» demandai-je. « Aucun, » répondit mademoiselle Phelps. Et nous avons vérifié chaque centimètre de l'étui. Aucun signe d'altération. Il était scellé lorsque nous l'avons reçu du bureau de Stoker. Poirot haussa un sourcil. « Ah, mais l'enveloppe n'a pas été scellée par Rivington lui-même. C'est important. » Il se tourna vers l'archiviste. « Quelqu'un d'extérieur à votre équipe a-t-il eu accès au folio depuis son arrivée ?» Mademoiselle Phelps hésita. « Une seule fois. L'éditeur de Rivington, M. Hartley, a demandé une visite privée. Il n'est resté que 20 minutes. Supervisé, mais il a traité le manuscrit directement. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Alors je dois parler à M. Hartley et aussi à M. Stoker. Il y a un détail, comment dire, qui me tire par la manche. » Il s'est tourné vers moi. « Tu le vois, n'est-ce pas, Hastings ?» J'ai regardé le manuscrit en plissant les yeux. Ça paraît simple. Mais à qui profite la page manquante ? Le sourire de Poirot s'élargit. « Ah, ça, mon ami, c'est le début de notre enquête. » Ce soir-là, nous avons rendu visite à Lionel Stoker, l'avocat de Rivington, dans son cabinet, près de Lincoln's Inn Fields. C'était un homme mince, à l'allure d'oiseau, portant de grandes lunettes et clignant nerveusement des yeux chaque fois que Poirot parlait. « Oui, oui, dit-il. J'avais le dernier chapitre, enfermé dans le coffre de mon bureau. Edgar m'avait demandé de le garder scellé jusqu'à ce que le manuscrit soit envoyé à la bibliothèque. « Et quand l'as-tu vu pour la dernière fois ?» demanda Poirot. « 3 jours après ses funérailles, j'ai ouvert l'enveloppe pour en vérifier le contenu. Et, eh bien, elle avait disparu. »« Aucun signe d'effraction ?» demandai-je. Stoker parut offensé. « Certainement pas. Je suis le seul à avoir la clé. » Poirot se rassit, les bras croisés. « Et pourtant, monsieur, vous n'êtes pas le seul à bénéficier de ce retard, n'est-ce pas ? Plus le manuscrit reste inachevé, plus la succession reste en suspens. » Stoker pâlit. « Tu ne suggères pas. »« Calme-toi, dit Poirot. J'observe simplement les pressions en jeu. » Il se leva et prit son chapeau. « Une dernière question. Monsieur Rivington vous a-t-il déjà parlé du contenu du dernier chapitre ?» Stoker hésita. « Seulement que ça réglerait beaucoup de questions. Ça réglerait les derniers détails. » Les yeux de Poirot brillèrent. « En effet, mais peut-être, pas comme certains le souhaiteraient. » Nous sommes rentrés à l'hôtel tard ce soir-là. Poirot arpentait la cheminée, les bras croisés, murmurant des choses. « Trop soigné, dit-il. L'enveloppe était cachetée. Mais par qui ? Par Rivington. Et seul Stoker prétend l'avoir ouverte. Pourtant, l'éditeur ne consulte le manuscrit qu'une seule fois. Et l'écrivain rival, le fils, l'assistant, tous restent à Londres. » Il s'est tourné vers moi. « Hastings, il ne nous manque pas seulement une page. Il nous manque une confession. Une confession qui n'était peut-être pas censée être lue. » « Une confession ?» Poirot hocha la tête. « Je crois que la dernière page ne résout pas seulement un mystère, elle nomme un tueur. Mais pas dans les pages du roman, non.
tueur dans réelle vie. Je l'ai regardé fixement. Suggérez-vous que Rivington a été assassiné? La moustache de Poirot se hérissa. Non, Hastings. Je suggère que quelqu'un d'autre pourrait être assassiné si nous ne trouvons pas cette page avant la fin de l'histoire. Chapitre 2. L'écrivain à la plume empoisonnée. Le lendemain matin, Poirot et moi nous sommes rendus dans un café tranquille de Bloomsbury, niché entre deux librairies d'antiquités. C'est là, autour d'un café léger et d'un tintement de porcelaine, que nous allions rencontrer notre prochain sujet d'intérêt, Clement Hale, un romancier policier d'une certaine réputation, et autrefois le plus féroce rival de Rivington. Hale arriva avec exactement 5 minutes de retard, comme pour marquer son point de vue. C'était un homme mince et anguleux, la cinquantaine bien avancée, vêtu d'un blazer en velours vert mousse, d'une écharpe à motif cachemire, et affichant l'expression constante de quelqu'un qui aurait été légèrement offensé par le temps. Il s'assit, sans y être invité, et nous adressa un sourire pincé. « Alors, dit-il, vous êtes venu à propos d'Edgar ?» Poirot inclina la tête. « En effet, monsieur Hale, l'affaire de son manuscrit final est plutôt préoccupante. »« Oh, j'ose dire !» Hale ajouta un morceau de sucre dans son café. « Son dernier vol littéraire. » J'ai jeté un coup d'œil à Poirot. « Tu crois qu'il t'a volé ?» ai-je demandé. Hal eut un sourire narquois. « Oh, je sais qu'il l'a fait. » Le domino devait rester presque entièrement basé sur une intrigue que j'avais soumise à notre éditeur commun il y a près de 2 ans. Rivington a vu l'idée. Et peu après, il a annoncé son propre projet en cours, le même titre, rien de moins. « Tu ne l'as jamais confronté ?» demanda Poirot. J'ai essayé. Il a nié, bien sûr. Mais ceux d'entre nous qui écrivent pour gagner leur vie le sentent. Sa version a déformé juste assez de détails pour qu'on puisse parler de « inspiration ». Mais je savais. Le ton de Hale était froid, mais étrangement indifférent. Cet homme a fait fortune grâce à des idées reconditionnées. « Alors, dit doucement Poirot, vous avez dû être ravi de sa disparition soudaine ?» Hale eut un rire sec. « Bon Dieu, non, j'étais furieux. Maintenant, c'est un martyr, un esprit brillant interrompu. Et tout le monde ne parle que de cette dernière page manquante. » Il se pencha en avant. « Laissez-moi vous dire une chose, monsieur Poirot. Edgar Rivington n'était pas un génie, c'était un voleur, et je soupçonne que la page manquante était sa dernière tentative désespérée pour contrôler l'histoire. » Poirot haussa un sourcil. « Comment ça ?»« Parce que je crois que ce n'était pas la fin de Le Domino de verre. »« Pas du tout, » dit Hale. « Je crois que c'était une lettre, une confession, quelque chose de personnel, pas pour les lecteurs, mais pour quelqu'un qu'il craignait. » J'ai échangé un regard avec Poirot. Ce n'était pas une simple spéculation. Hal croyait-il. « Et qui, à votre avis, demanda délicatement Poirot. Rivington aurait-il pu craindre? Hale sourit légèrement. Quelqu'un de proche, quelqu'un qui risquait tout perdre si la vérité éclatait? Son fils, peut-être, ou son assistant, ou... Il marqua une pause. Vous savez, j'ai entendu une rumeur étrange peu avant la mort d'Edgar. Poirot joignit les doigts. S'il vous plaît, partagez. Les yeux de Hale brillaient d'une satisfaction mesquine. Quelqu'un m'a dit qu'Edgar prévoyait de prendre sa retraite après Le Domino de verre et qu'il avait l'intention de citer des noms, des vrais, que le livre serait aussi une fiction, point aide-mémoire. Il avait épluché de vieilles lettres, de vieux brouillons, prêt à dénoncer ceux qui l'avaient aidé à plagier des années auparavant. La moustache de Poirot tressaillit. « Nam, monsieur ?» Hale haussa les épaules. Il ne me l'a pas dit, mais il l'a dit à quelqu'un. Et maintenant,
Quelqu'un a supprimé la fin. Il se leva brusquement. Eh bien, c'est tout ce que vous obtiendrez de moi. Je n'ai pas tué Edgar, et je n'ai pas besoin de voler une page pour que mon œuvre parle plus fort que la sienne. Bonne journée. Il sortit du café, laissant derrière lui une odeur de tabac au clou de girofle et un air de mépris performatif. Je me tournai vers Poirot. « Tu le crois ?» Poirot s'essuya les lèvres avec une serviette. « Je crois, Hastings, que Clément Hale en sait plus qu'il ne le dit. Mais ce n'est pas un tueur. C'est un homme plein d'amertume. Un homme qui prend plaisir à être lésé. Cela lui donne une raison de ricaner. » J'ai souri. Il semble avoir maîtrisé ça à la perfection. Le ton de Poirot s'assombrit. Mais la question qu'il a soulevée est essentielle. Supposons que la dernière page soit plus qu'une simple fiction. Supposons qu'elle contienne réelle accusation, enfouie dans le récit mais indubitable pour ceux qui l'a nommé. Alors celui qui l'a pris, dis-je, savait exactement ce qu'il faisait. Oui, répondit Poirot. Et nous devons maintenant nous demander qui avait accès non seulement à la page, mais aussi à ce qu'elle pouvait contenir. Il se leva et lissa sa veste. « Viens, Hastings, nous devons maintenant rendre visite à l'assistant de Rivington. » Mademoiselle Ivy Clark habitait un modeste appartement près de Baker Street, non loin, paradoxalement, de nos anciens repères. Elle nous accueillit avec méfiance, n'ouvrant la porte qu'à moitié. C'était une femme mince, brune et d'une vingtaine d'années, dont le visage exprimait une intelligence vive et une légère fatigue. « Je me demandais quand tu viendrais, » dit-elle en s'écartant. Son appartement était simple, mais bien rangé. Une machine à écrire était posée sur le bureau près de la fenêtre, entourée de cahiers et de pages tachées de marge. « J'imagine que vous savez pourquoi nous sommes ici, » dit doucement Poirot. « Oui. » Elle nous fit signe de nous asseoir. « Vous cherchez la dernière page. Et vous êtes la dernière personne, » dit gentiment Poirot, « à l'avoir tapée. » Elle hocha la tête. « Oui. Monsieur Rivington m'a dicté le dernier chapitre en 2 jours. Il m'a fait taper 3 copies, une pour lui, une pour l'éditeur, une pour le notaire. Et tu l'as lu ? » Elle hésita. « Oui, je l'ai toujours fait. »« Alors tu sais ce qu'il y avait dedans, » dit doucement Poirot. « Qu'est-ce qui le rendait si dangereux ?» Ivy détourna le regard. C'était de la fiction. Mais ce n'en était pas une. Il avait changé les noms. Mais j'avais reconnu les personnes. C'était une liste de trahisons, des écrivains qui l'avaient aidé à emprunter des idées au fil des ans, des éditeurs qui avaient trafiqué des manuscrits, et même un critique qui l'avait fait chanter une fois. « Et » demanda Poirot. Elle le regarda dans les yeux. Il ne voulait pas les détruire. Il voulait en finir avec honnêteté. C'était sa rédemption. Mais ce fut aussi sa plus grande erreur. « Tu l'as prévenu ?» demandai-je. « Je l'ai supplié, » dit-elle. « Je lui ai dit de brûler la dernière page et d'écrire quelque chose de sûr. Mais il a dit qu'il était temps. » Poirot se pencha en avant. « Mademoiselle Clark, où étiez-vous le jour où la page a disparu ?» Elle ne s'y a pas. « Dans mon appartement. Je n'ai pas revu cette page depuis que je l'ai tapée. Et pourtant, tu craignais ce que cela pourrait faire. » Elle hocha la tête. « Mais je ne l'ai pas volé, je ne l'ai pas tué. Je voulais qu'il vive. Je voulais le voir courageux. » Poirot la regarda un long moment. Puis, il se leva. « Je te crois. » Elle parut surprise. « Vraiment ?» Poirot esquissa un léger sourire. « Vous êtes une femme de principe. Si vous l'aviez volé, vous auriez laissé un mot, ou brûlé le livre entier. » Il s'arrêta à la porte. « Mais tu dois être prudent. Tu pourrais bien être la prochaine cible. » L'expression d'Ivy se durcit. « Alors,
Trouvez la page, monsieur Poirot, avant que quelqu'un d'autre ne réécrive la fin. Chapitre 3. De la fumée dans les archives. Il était un peu plus de 18 heures lorsque Poirot et moi avons été informés de l'incendie. Un messager de Scotland Yard est arrivé à notre hôtel avec un mot laconique de l'inspecteur Japp, salle des archives. Maison d'édition Westminster. Incendie mineur. Cambriolage possible. Moment inhabituel. Je pensais que vous voudriez voir par vous-même. Poirot plia soigneusement le billet. Hastings, le voleur recommence. 15 minutes plus tard, nous étions assis dans un taxi bruyant, filant à toute allure dans les rues brumeuses de Londres. Les phares brillaient d'un or terne à travers le brouillard, et Poirot se penchait en avant, serrant sa canne plus fort que d'habitude, les sourcils froncés par une fureur sourde. « Quelqu'un est en train de désespérer, » murmura-t-il. « Et le désespoir, mon ami, est le début des erreurs. » Pensez-vous que l'incendie était destiné à détruire la page manquante ? Ai-je demandé. Non, dit Poirot. La page a déjà disparu. C'était autre chose. Un nettoyage. Un silence. À notre arrivée à la Westminster Publishing House, nous avons trouvé le bâtiment bouclé par 2 agents en uniforme et une odeur de charbon flottait dans l'air. Les flammes avaient déjà été éteintes, mais une brume de suie persistait le long de la cage d'escalier et s'infiltrait dans nos vêtements. Japp nous a accueillis à la porte, un trench coat strié de cendres, son expression habituelle de bulldog plus serrée que d'habitude. « Bonsoir, Poirot. Tu ne vas pas aimer ça. » La voix de Poirot était sèche. « L'incendie, quelle est sa gravité ?» Contenu dans une seule pièce, les archives éditoriales, dégâts causés par la fumée et l'eau, principalement. Mais Japp nous guida à travers les couloirs, maintenant trempés et noircis au bord, jusqu'à une lourde porte en chêne, légèrement entr'ouverte. Une forte odeur de papier brûlé et de bois calciné emplissait l'air. À l'intérieur, les étagères s'étaient effondrées. Des cartons avaient fondu. Des documents jonchaient le sol en amas humides et fumants. Un pompier s'est écarté pour nous laisser passer. Quelqu'un savait ce qu'il cherchait, dit Japp. Tout le reste était intact. Mais ce classeur? Il désigna une rangée de tiroirs le long du mur du fond. L'un d'eux avait été forcé de force. Seul le tiroir en R a été ouvert. Ravington, dis-je. Exactement. Poirot s'avança et s'agenouilla près des débris, inspectant le meuble déformé. Une légère trace de brûlure remontait de l'endroit où se trouvait le dossier. « Des empreintes ?» demanda-t-il. « Des gants » répondit Japp. « Pas d'empreintes, pas d'empreintes de pas non plus, pas avec toute cette eau et ces cendres. » Poirot se leva. Le voleur était donc prudent. Japp émit un grognement ironique. Ou pratiqué. Poirot se tapota le menton. Qu'est-ce qu'on gardait ici? Japp fit un signe de tête vers un jeune homme tremblant à proximité. Vous pouvez demander au rédacteur en chef, Monsieur Daniel Prentice. Prentice avait la trentaine, le visage pâle, les doigts tachés d'encre et une expression de nervosité permanente. Il nous accueillit avec un mouchoir mouillé et la tête baissée. Je ne sais pas comment ils sont entrés, balbutia-t-il. L'incendie était petit, localisé, mais très intentionnel. L'armoire a été arrosée de kérosène. Allumée avec une allumette, elle s'est propagée. « Et que gardait-on dans ce tiroir, monsieur ?» demanda Poirot. « Correspondance, » dit Prentice. « Des lettres entre le cabinet et M. Rivington. Des notes de ses rédacteurs, des projets de contrat, des comptes rendus de lecteurs. Tout. » Il déglutit. « Y compris une lettre que je n'étais pas censé avoir. »« Vas-y, » dit Poirot. Prentice regarda nerveusement autour de lui et baissa la voix.
C'était une copie carbone, non signée. Elle venait du bureau de Rivington, je crois. Elle accusait quelqu'un de l'avoir menacée. « Qui ?» demanda Poirot, d'une voix faussement douce. « Je ne sais pas, » répondit Prentice. La lettre ne le disait pas. Elle faisait juste référence à la personne qui sait ce qu'ils ont fait à Alger. Poirot et moi avons échangé un regard. « Alger ?» demandai-je. Prentice hocha la tête. Monsieur Rivington s'est rendu plusieurs fois en Afrique du Nord à la fin des années 40. Pour des recherches, soi-disant. Il n'en a plus jamais parlé, mais il semblait hanté par cela. Les yeux de Poirot se plissèrent. Et maintenant, cette lettre est réduite en cendres. Prentice hocha la tête. Je suis désolé, j'aurais dû me manifester plus tôt. Poirot hocha gracieusement la tête. Mieux vaut maintenant que jamais. De retour dans le taxi, Poirot resta silencieux un long moment. J'attendis que le deuxième pont passe sous nos roues avant de parler. « Vous croyez que la menace d'Alger est liée ?»« Je le fais, » dit Poirot. « Le dernier chapitre de Le Domino de verre, si Hale et Evie ont raison, n'était pas une simple fiction. C'était un règlement de compte, un record. Le voleur ne cache pas seulement un secret littéraire, Hastings. Il cache un passé bien réel. » Il se retourna brusquement. « Et maintenant, ils détruisent le sentier. » Je me suis assis. « Alors, quelle est notre prochaine étape ?» Poirot sourit faiblement. « Nous parlons à la seule personne qui connaît à la fois l'homme et ses fantômes, son fils. » Sebastian Rivington vivait dans une étroite maison de ville de Mayfair qui respirait à la fois la richesse et le dédain. Il nous recevait dans un salon au mobilier minimaliste, où un léger jazz était diffusé sur un tourne-disque vintage. Il était plus jeune que je ne le pensais, la trentaine, la mâchoire fine et une tenue impeccable. « Le passé de mon père ne me regarde pas, » dit-il, en nous servant du thé avec l'assurance d'un homme élevé pour recevoir. Ses fictions non plus. Poirot haussa un sourcil. Même si cette fiction menace votre héritage. Sébastien marqua une pause. Je ne suis pas sûr de suivre. Poirot sourit. Alors permettez-moi d'être direct. Le dernier chapitre de votre père a disparu. Son avocat prétend qu'il a été volé. Les archives de son éditeur ont été brûlées. Je crois que quelqu'un craint ce qu'il a écrit. Sébastien l'observa. « Et tu penses que c'est moi ?» Poirot fit un geste de la main. « Non, monsieur. Je vous crois assez intelligent pour agir par l'intermédiaire des autres, et assez prudent pour feindre l'indifférence. » Sébastien sirotait son thé, imperturbable. Mon père et moi ne nous étions pas parlé depuis 3 ans. Il désapprouvait mes entreprises. Il les trouvait vulgaires. « Quelles sont vos activités ?» ai-je demandé. « Restauration, dit-il. D'antiquités, africaines, moyen-orientales, clients privés, vente aux enchères. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Alors, vous avez passé du temps à Alger. » Sébastien se raidit. « C'est de ça qu'il s'agit ?» demanda-t-il sèchement. « L'obsession de mon père pour ce voyage ?» Poirot se pencha en avant. « Alors c'était réel ?» Sébastien détourna le regard. « Il est parti avec un officier, un ami. Il y avait une femme, une erreur, quelque chose qu'ils ont enterré, métaphoriquement, peut-être littéralement. Il est revenu changé. Il n'arrivait pas à dormir. Il s'est mis à écrire plus frénétiquement que jamais. « Et toi ?» demanda Poirot. « Je l'ai découvert par hasard. Une lettre à moitié brûlée dans un tiroir. Je n'ai jamais posé de questions. Et il ne m'a jamais rien dit. » Poirot se leva. « Une dernière question, monsieur. Savez-vous qui aurait pu détenir la clé des archives de la maison d'édition ?» Sébastien hésita. « Je ne connais qu'une seule personne,
Monsieur Hartley, l'éditeur. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Poirot relut ses notes avec une attention méticuleuse. Il tapota son stylo-plume une fois, deux fois, puis dessina un cercle autour d'un nom, Hartley. « Hastings, dit-il, notre voleur n'est pas un inconnu. Il fait partie de l'histoire. La fin, mon ami, est proche. » Chapitre 4. Cendres et encre. Le matin a apporté un changement de vent et, avec lui, quelque chose de totalement inattendu. Poirot et moi étions attablés pour le petit déjeuner dans la paisible salle à manger de notre hôtel. Le tintement des couverts et le bruissement des journaux formaient une douce bande sonore dans ce ciel couvert. J'en étais à la moitié de ma deuxième tasse de thé lorsqu'un groom arriva à notre table, sa casquette légèrement de travers, tenant un simple paquet marron. « Pour Monsieur Poirot, » dit-il en le posant. Poirot jeta un coup d'œil à l'emballage, non marqué, non scellé et noué avec une simple ficelle, et fit un léger signe de tête. « Merci. » Il attendit que le garçon soit parti avant de dénouer soigneusement la ficelle. À l'intérieur se trouvait une chemise rigide, tachée à un coin par ce qui ressemblait à de la suie. Poirot l'ouvrit lentement, délicatement. À l'intérieur se trouvait une unique page dactylographiée, carbonisée sur les bords, le texte encore lisible, bien que taché par endroits. Alors que je me penchais pour lire, Poirot le fit glisser vers moi sans un mot. Et à la dernière heure, lorsque le masque fut tombé et que le domino gisait à ses pieds, elle se tourna vers le tueur et dit « Je me souviens de toi, de la rue Rouge d'Alger. » Il se figea, car c'était vrai. Non seulement il avait tué là, jadis, sous couvert de guerre, mais il avait enterré le frère de la femme en silence. Et maintenant, la vérité se dressait devant lui, enveloppée de souvenirs et de fureur. Il n'avait pas échappé, elle n'avait jamais oublié. Et dans la lueur vacillante du gaz, le tueur se retourna et murmura. La page s'arrêtait là. Mais c'était indéniablement la voix de Rivington, sa cadence, son style. Et plus encore, cela confirmait tout ce que nous avions commencé à soupçonner. Une copie de la page manquante, soufflai-je. Non, corrigea doucement Poirot. Le page manquante. Mais comment ? Quelqu'un l'a envoyée, dit Poirot en repliant la feuille dans le dossier. Et je crois qu'elle devait nous parvenir avant d'être détruite par l'incendie. Je le fixai du regard. Alors celui qui a volé la page ne l'a pas brûlée. Ou bien ils ont changé d'avis, dit Poirot. Ou bien ce n'est pas lui qui a ordonné sa destruction. Il tapota pensivement le bord taché de suie. Hastings, je crois que notre affaire a gagné un second acteur, un observateur silencieux, quelqu'un qui veut que la vérité soit révélée. Je fronçai les sourcils. Un lanceur d'alerte ? Peut-être, murmura Poirot. Ou un témoin longtemps oublié. Une heure plus tard, nous arrivions au bureau londonien de la Westminster Publishing House. Une légère odeur d'incendie flottait encore dans les couloirs inférieurs, et plusieurs pièces étaient enfermées. Mais nous n'étions pas là pour constater les dégâts. Nous étions venus voir l'homme au sommet. Howard Hartley, l'éditeur, était un gentleman aux cheveux argentés, au charme d'un politicien et à la garde-robe d'un poète. Son bureau donnait sur St. James's Park et ses étagères affichaient les titres d'une centaine d'auteurs, dont Edgar Rivington en tête. Il nous salua d'une chaleureuse poignée de main et d'un sourire légèrement réservé. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, vous me pardonnerez de ne pas être venu vous voir plus tôt. Ces jours ont été mouvementés. »« Nous comprenons, » dit Poirot d'une voix douce. « Un homme de votre rang ne peut pas se permettre de faux pas. »« Hartley,
nous fit signe de nous asseoir. Que puis-je faire pour vous? Poirot sortit la page de sa mallette et la posa sur le bureau, face cachée. Ceci est arrivé à notre hôtel ce matin. La main de Hartley tressaillit avant qu'il ne la prenne. Il la retourna lentement. Au moment où ses yeux ont touché le texte, quelque chose dans sa posture a changé. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Essaye. » « Nous le croyons, » dit doucement Poirot. Hartley l'a relu. « Et encore. C'est brillant, » dit-il enfin, « et dévastateur. »« Parce que c'est réel ?» ai-je demandé. Hartley ne répondit pas immédiatement. Il prit un verre et se versa une mesure de cognac, malgré l'heure matinale. Edgar disait que la fiction était le moyen le plus sûr de se confesser. Mais ceci, ce n'est pas que de la fiction, c'est une réconciliation. Poirot se pencha. Qui était l'homme à Alger? Hartley expira lentement. Un officier, des services secrets britanniques. Il a travaillé officieusement pendant les dernières années de la guerre. Son nom ne figure pas dans le manuscrit, mais je soupçonne qu'il est basé sur quelqu'un qu'Edgar a rencontré, ou dont il a entendu parler. Il a toujours été très prudent. Quelqu'un est encore en vie? Ai-je demandé. Presque certainement, dit Hartley. Et quelqu'un d'influent, suffisamment pour effrayer la succession ou le cabinet. Les yeux de Poirot se posèrent sur le tableau au-dessus du bureau de Hartley, un portrait de l'éditeur dans sa jeunesse, debout à côté de Rivington. « Vous saviez ce que signifiait cette page, » dit Poirot. « Et pourtant, vous avez permis que les archives soient piratées. »« Je ne l'ai pas autorisé, » répondit Hartley. « Mais j'avoue, je savais qu'il y avait des pressions, de certains côtés. »« Qui ?» demanda Poirot. Hartley hésita. « Il y avait un homme. Il m'a contacté en privé le lendemain de la mort d'Edgar. Il n'a pas donné son nom, mais il s'est exprimé avec l'aisance d'un membre du ministère. Il a dit qu'il y aurait des conséquences si le dernier chapitre d'Edgar était rendu public. » La moustache de Poirot frémit. « Et donc tu l'as enterré ?» J'ai hésité, a admis Hartley, mais je n'ai jamais touché au manuscrit. C'était soit l'avocat, soit quelqu'un ayant accès à son cabinet. « Chauffeur, » murmurai-je. Poirot tapota à nouveau le dossier. « Et pourtant, quelqu'un m'a envoyé ça. Quelqu'un qui veut que l'histoire soit racontée. » Hartley hocha la tête. « Alors, dis-le. Le monde mérite de savoir. » Poirot sourit faiblement. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Hartley. La vérité, on nous le dira. » Dehors, sous le ciel gris de novembre, Poirot s'arrêta au milieu du trottoir. « Nous devons reparler à Miss Ivy Clark, dit-il. Parce que tu penses qu'elle a envoyé le message. »« Non, dit Poirot. Parce que je pense qu'elle sait qui l'a fait. » L'appartement d'Ivy Clark était plus calme qu'avant. Elle ouvrit la porte en cardigan, les cheveux attachés, sa machine à écrire silencieuse dans un coin. « Je t'attendais, » dit-elle simplement. Poirot tendit la page. « Est-ce que c'est toi qui l'as fait ?» Elle le prit avec précaution, l'examina, puis le lui rendit. « Non, mais je reconnais la frappe, c'est à moi. Tu en as gardé une copie ?»« Je l'ai toujours fait, » dit-elle. Edgar ne l'a jamais remarqué, mais je voulais me protéger, au cas où... « Au cas où il se retournerait contre toi, demandai-je. « Au cas où quelqu'un d'autre l'aurait fait, répondit-elle. Poirot s'approcha. « Mademoiselle Clark, qui d'autre a vu cette page avant qu'elle ne disparaisse ?» Elle hésita. « Il y avait une lettre, dit-elle. Glissée sous ma porte la nuit suivant la mort d'Edgar. Pas de nom, juste 5 mots. La rue Rouge était réelle. » Poirot s'immobilisa. « Tu l'as gardée ?» Elle hocha la tête,
se dirigea vers son bureau et prit une enveloppe froissée. Poirot l'examina. Pas d'adresse de retour, juste un simple pli et de l'encre noire, soigneusement écrite. « C'est un message, » dit doucement Poirot, « de quelqu'un qui connaissait la vérité, qui était là et qui a peur maintenant. » Il leva les yeux. « Hastings, nous ne poursuivons plus une page manquante. Nous poursuivons un fantôme enfoui sous la guerre, la fiction et la culpabilité. » De retour à l'hôtel, Poirot s'assit en silence près de la fenêtre. Il fixa les nuages pendant un long moment avant de parler. « Demain, dit-il enfin, nous visiterons le ministère. » « Pourquoi ? » « Parce que celui qui était à Alger est toujours en vie. » Il m'a regardé, et avant que tout cela ne soit terminé, il pourrait tuer à nouveau. Chapitre 5. Ombre sur le rivage. Il était presque midi lorsque nous avons franchi les avenues embrumées du centre de Londres, en route pour Whitehall. Un rendez-vous avait été convenu, non sans réticence, avec un agent de liaison du ministère des Affaires étrangères. Poirot avait insisté. L'homme derrière la rue Rouge a dû porter un uniforme à un moment donné, mon ami. Et les uniformes laissent des traces, même si les actes n'en laissent pas. Mais avant même d'avoir parcouru un demi-pâté de maison depuis l'hôtel, je l'ai senti. Un changement dans l'air, un picotement caractéristique dans la nuque, comme si la ville elle-même avait des yeux. « Poirot, murmurai-je à voix basse, ne regarde pas maintenant, mais nous sommes suivis. » Il hocha la tête, comme s'il n'était pas surpris. « Depuis qu'on a quitté l'hôtel, oui. Tu as remarqué le reflet dans le verre du bureau de tabac ? Un homme avec une casquette sombre, un pardessus marron. Il fait semblant d'inspecter un kiosque à journaux. Très bien. Le ton de Poirot était doux. Il n'est pas très doué, peut-être militaire, pas policier. J'ai résisté à l'envie de jeter un coup d'œil derrière nous. Que devrions-nous faire ? Nous le conduisons, dit calmement Poirot, là où nous voulons qu'il aille. Nous avons tourné sur le Strand et avons marché d'un air décidé vers la rivière. Poirot désigna les marches du quai. Ici-bas, Hastings. Nous descendîmes dans l'ombre du pont de Waterloo. La brume s'épaississait près de l'eau, adoucissant les contours du monde. L'homme suivit, un peu plus près maintenant. J'entendais ses pas résonner sur la pierre. Poirot s'arrêta brusquement sous un lampadaire en fer et se retourna. « Bonjour, monsieur », lança-t-il d'une voix d'une clarté inattendue. « Puis-je vous suggérer de vous épargner cette peine et de simplement vous présenter ?» Il y eut un silence, un long silence. Puis, dans l'obscurité, une silhouette s'avança. Pas l'homme au manteau marron, une femme, grande, mince, vêtue d'un tailleur-jupe anthracite et de gants noirs, le visage à moitié, voilé par un chapeau à filets. Elle avait la posture de quelqu'un habitué au commandement et à la dissimulation. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, monsieur Poirot, » dit-elle froidement. « C'est une chance, » répondit Poirot, « parce que je serais très mécontent. » Je m'avançai en fronçant les sourcils. « Qui es-tu ? » « Je travaille avec un sous-comité de sécurité affilié au ministère de la Défense, » dit-elle. « Mon nom importe peu. Ce qui compte, c'est que je suis venu vous prévenir. » « À propos d'eux ? » « Vos questions sur Alger, » dit-elle. « Vous vous approchez de quelque chose qui est enfoui depuis des décennies. Il y a des hommes très puissants, qui veulent que cela reste ainsi. » Poirot la regarda fixement. « Et pourtant, vous êtes là, à ce propos. »« Je ne suis pas comme eux, » dit-elle. « J'étais officier de terrain en 1957, dans les renseignements. J'ai vu comment la vérité devient une victime. Mais la page que vous avez retrouvée, elle n'était pas censée refaire surface.
Poirot fit un pas en avant. « Alors, tu connais l'homme dont il était question ?» Elle hésita. « Je sais de lui. Il n'a jamais été officiellement répertorié. Il opérait sous couverture, un hors-la-loi de facto après 1945. Son dernier nom était le colonel Wexley. Si ce nom est vrai, je dévorerai mon propre dossier. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Et où est ce colonel Wexley maintenant ?» Elle sourit d'un air sombre. « Tu le sais déjà. Tu l'as rencontré il y a 3 jours. » Un frisson me parcourut l'échine. « Que veux-tu dire ?» Elle regarda Poirot. « L'éditeur, Howard Hartley. Il était l'homme de main de Wexley dans les années 40. Il se faisait passer pour un journaliste, mais il gérait la communication depuis Alger. Cet incendie chez Westminster Publishing, ce n'était pas un nettoyage, c'était une éradication. » La bouche de Poirot se serra. « Il a envoyé le message, dis-je, réalisant peu à peu. Il voulait la vérité, mais pas de lui. »« Exactement, dit-elle. Sa culpabilité est réelle, mais son courage, sélectif. » Poirot fit un petit signe de tête pensif. « Et vous, madame, pourquoi nous le dire maintenant ?» Elle détourna le regard. « Parce que j'étais là, pas à Alger, mais assez près pour voir ce que ça faisait aux hommes. Ce que ça faisait d'eux. La femme sur laquelle Rivington s'était inspiré pour son héroïne, Anouk El-Diri, était réelle. Elle est Tao morte, dans une ruelle bombardée, tandis que Wexley et Hartley s'échappaient dans l'obscurité. Le regard de Poirot était désormais doux. « Et vous souhaitez qu'on se souvienne d'elle ?» La femme hésita, puis hocha la tête. Poirot lui tendit une carte. « Si vous avez quelque chose de plus, quelque chose d'écrit, je vous en serai très reconnaissant. » Elle prit la carte avec un fantôme de sourire. « Soyez prudent, monsieur Poirot. Une telle vérité ne détruit pas seulement les réputations, elle les remodèle. » Et sur ce, elle entra dans la brume et disparut. De retour dans notre suite d'hôtels, Poirot resta assis, sans bouger pendant un long moment. « Hartley, dis-je finalement. Il le savait depuis le début. » Poirot hocha lentement la tête, et il a choisi son moment. Il t'a donné la page, mais a brûlé le reste. Pour fixer un seuil, peut-être, dit Poirot. Pour révéler ce qui comptait et protéger ce qui restait. Un homme comme lui ne confesse pas tout, seulement par tranches. Il se leva et se dirigea vers sa valise, en retirant une fois de plus la copie carbone. Il la relut, non pas pour les mots, mais pour le poids qu'il portait désormais. « Il faut aller voir Ivy Clark, dit-il. Elle connaissait le nom d'Anouk. Elle doit connaître toute l'histoire. » Mademoiselle Clark nous attendait à notre arrivée, debout à la fenêtre de son appartement, observant la rue d'un air tendu. Elle nous fit entrer sans un mot et nous désigna d'un geste la table où se trouvait une photographie. On y voit un Edgar Rivington plus jeune, la trentaine, mince et beau, debout à côté d'une femme aux cheveux noirs, aux yeux lumineux et à l'expression de défi silencieux. « C'est elle, dit Ivy. Anouk El-Diri. Elle était sa traductrice à Alger, mais plus que ça, sa boussole morale. Sa culpabilité a fait de lui un écrivain, mais elle lui a donné une conscience. » Poirot étudia attentivement la photo. « Je crois, dit-il doucement, que le dernier chapitre a été écrit pour elle. » Ivy hocha la tête. « Et pour son frère. C'est lui qui a été assassiné dans cette ruelle. Edgar l'a vu. Il n'a jamais oublié. » Elle s'est tournée vers nous. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Edgar m'a dit un jour que s'il lui arrivait quelque chose, si la vérité était menacée, je devais aller au ministère et demander un dossier précis. » Poirot pencha la tête. « Quel dossier ?» Elle se dirigea vers son bureau et en sortit un bout de papier. « Archives du MOD,
1947, classée sous Opération Harrow. Elles ne figurent dans aucune base de données officielle, mais elles existent, quelque part. Les yeux de Poirot brillaient. Il est alors temps que nous déterrions ce qui colonel Wexley enterrait. Plus tard dans la soirée, Poirot et moi sommes rentrés dans notre suite en silence. Il s'est servi une tisane et, debout près de la fenêtre, a contemplé la ville silencieuse. Le brouillard s'était levé. Les rues étaient dégagées. Il y a des vérités, dit-il enfin, qui attendent comme des ossements sous terre. La page n'a jamais été perdue. Elle attendait, et maintenant qu'elle a parlé, nous devons l'écouter. Je me tenais à côté de lui. Et Hartley? Il parlera à nouveau. Les hommes comme lui ne disparaissent qu'on ne passe en bruit. Poirot sourit faiblement. Et quand il le fera, Hastings, nous serons là pour tourner la dernière page. Chapitre 6. Opération Harrow. Le ministère de la Défense n'est pas le genre d'endroit où l'on entre à la légère, même pour Hercule Poirot. Il a fallu une journée entière de demandes de renseignements, de références et de démonstrations occasionnelles de relations diplomatiques avant qu'un rendez-vous soit obtenu. Notre interlocuteur était un certain Julian Braithwaite, gardien des dossiers classifiés, et, comme l'a observé Poirot, un homme dont le bureau est probablement plus ordonné que sa conscience. Le bâtiment de Horse Guards Avenue se dressait telle une sentinelle de pierre sous un ciel gris ardoise. Après avoir présenté notre pièce d'identité, déposé nos affaires et signé 2 formulaires distincts, l'un d'eux nous avertissait, en grandes lettres rouges, des sanctions pénales encourues pour rétention non autorisée de documents. Nous fûmes escortés dans un couloir poli jusqu'à une salle d'archives sans fenêtre. M. Braithwaite attendait déjà. Il avait la soixantaine, la peau sèche comme du parchemin, vêtu d'un costume gris anthracite si précisément coupé qu'il semblait ne jamais se froisser. Ses yeux, pâles et attentifs, nous observaient, Poirot et moi, comme si nous étions des documents mal classés qu'il préférait ne pas traiter. Vous avez demandé l'accès à des documents liés à l'opération Harrow, a-t-il dit d'un ton sec. Ce dossier est hautement confidentiel. Poirot hocha la tête. Nous enquêtons sur un décès et sur le vol d'un manuscrit qui pourrait avoir un lien avec des informations autrefois confidentielles de votre service. Braithwaite poussa un soupir las et désigna un seul dossier beige sur la table. Voici ce qui reste, a-t-il déclaré. L'essentiel des renseignements de l'opération a été expurgé après 1954, mais il en reste des fragments, suffisamment, peut-être, pour être éclairants. Poirot ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient une douzaine de pages, certaines dactylographiées, d'autres manuscrites. La plupart avaient été fortement censurées. D'épaisses lignes noires barraient des noms, des lieux et des paragraphes entiers. Mais quelques détails subsistaient. Je lisais par-dessus l'épaule de Poirot tandis qu'il tournait chaque page avec soin. Opération conjointe menée par des agents de terrain britanniques et français, d'avril à juin 1947, visant la résistance des insurgés et le contre-espionnage près du port d'Alger. Traductrice locale intégrée à l'équipe, nom de code Auriol. Femme, jeune vingtaine. Excellente relation avec l'officier responsable. Incident mortel signalé le 22 mai. Un civil a été blessé par balle lors d'une violation du couvre-feu nocturne. Il n'était pas armé. Son corps a été dissimulé sans enregistrement officiel. Officier présent. Désignation opérationnelle. Wexley. Son homologue français a signalé un problème d'éthique. Demande de compte-rendu refusée. Poirot marqua une pause, son doigt posé sur cette dernière ligne.
Demande de débriefing refusée, répéta-t-il. C'est ce silence qui a donné naissance au mensonge. J'ai regardé Braithwaite. Et Wexley? A-t-il déjà fait l'objet d'une enquête? L'homme haussa légèrement les épaules. De nom seulement. En 1948, il avait déménagé sous couverture officielle, attaché brièvement au service diplomatique et aux médias. Par la suite, plus rien de concret. La piste des archives s'arrête là. Jusqu'à ce qu'il réapparaisse, dit doucement Poirot, en tant qu'éditeur de mémoires de guerre et de fiction historique. Howard Hartley, murmurai-je. Poirot tapota le dossier. Et cette traductrice, Auriol, c'était Anouk Eldiri? Braithwaite hocha la tête. On le pense. Elle n'était pas enregistrée. Aucun acte de naissance n'a été retrouvé après la guerre. Elle est peut-être décédée pendant l'opération. Pas mort, corrigea Poirot. Tuée, en présence d'Edgar Rivington, qui rentra à Londres avec de l'encre sur les mains et un sentiment de culpabilité. Braithwaite ne dit rien. Poirot a fermé le dossier. « Merci, dit-il. Cela suffira. » Dehors, sous le ciel gris, Poirot fit plusieurs longs pas avant de s'arrêter près d'un banc au bord de la Tamise. Il resta immobile, regardant la rivière couler. « Il y a un schéma en toute chose, Hastings, dit-il. Même la culpabilité. » J'ai attendu. Poirot se tourna vers moi. Rivington n'était pas le voleur. Il était le scribe. Il écrivit la vérité, mais trop tard. Sa mort, bien que naturelle, survint avant qu'il puisse défendre la page. Les autres, Hartley, Clark, et même la femme dans la brume, étaient tous attirés par la même gravité. La page rayonna leur fantôme. Et pourtant, dis-je, quelqu'un a quand même essayé de le brûler. Poirot hocha la tête. Oui, quelqu'un qui n'a pas peur de la culpabilité, mais qui craint d'être exposé. Il m'a jeté un coup d'œil. La vraie question, Hastings, est la suivante. Pourquoi Hartley a-t-il envoyé la page à nous? Pour apaiser sa conscience? Ou, dit Poirot d'un ton sombre, pour contrôler le récit avant que quelqu'un d'autre ne le fasse? Ce soir-là, en rentrant à l'hôtel, nous avons trouvé un mot glissé sous notre porte. Il ne portait aucune signature, seulement une simple phrase. Minuit, Fleet Street, Temple Bar. Poirot l'observa en silence un long moment, puis il hocha la tête. Il est prêt. À 5 minutes avant minuit, nous nous tenions à l'ombre de la porte de Temple Bar. La rue était silencieuse. Le vent portait l'odeur du vieux papier et de la pierre froide. La ville sommeillait. Mais Poirot était aux aguets, son chapeau penché en avant, sa canne sous le bras telle une épée prête à se battre. À l'heure exacte convenue, Hartley sortit de l'obscurité. Pas de manteau, pas d'entourage. Juste un homme en costume de laine et un visage qui avait vieilli d'une décennie en quelques jours. Il regarda Poirot, puis moi. « Je me suis dit que je n'en parlerai plus jamais », a-t-il déclaré. Poirot inclina la tête. « Mais tu savais que tu le ferais. » Hartley expira. « Tu as vu le dossier ? » ?»« Nous avons. »« Alors tu sais, dit-il, je n'ai pas tué ce garçon. Mais je suis resté là. J'ai laissé Wexley mentir. J'ai laissé le frère d'Anouk mourir sans nom. » Il marqua une pause. J'avais 26 ans, fraîchement sorti de Cambridge. On m'a dit que c'était une question de contrôle, que si on ne le faisait pas, quelqu'un d'autre le ferait. C'est ce qu'ils disent toujours. Poirot ne dit rien. Hartley continua, la voix plus basse maintenant. Rivington. Il n'en a pas seulement été témoin. Il l'a consigné, dans des journaux, dans des lettres, puis, des années plus tard, dans une œuvre de fiction. Mais la fin, le dernier chapitre, il l'a laissé intact jusqu'à la toute fin.
Pour te protéger, dit Poirot. Hartley hocha la tête. Il me l'a dit avant de mourir. Il m'a dit qu'il était temps d'arrêter de fuir, qu'il lui devait la vérité. Et toi? Hartley leva les yeux vers le ciel nocturne. Je lui devais le silence, mais je ne pouvais plus le supporter. Il fouilla dans son manteau et en sortit une deuxième page. Tapée. Original. La toute fin du chapitre. Le tueur se retourna et murmura « Pardonnez-moi ». Mais la femme se contenta de fixer du regard, car il est des crimes que le temps ne pardonne pas. Et à cet instant, sous le masque brisé, la justice n'était pas un tribunal, c'était le souvenir, et elle perdurerait. Hartley l'a remis à Poirot. C'était à moi de l'enterrer. Maintenant, c'est à toi. Poirot l'accepta sans un mot. Hartley se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la longue ombre de la ville. De retour à l'hôtel, Poirot plaça les deux pages côte à côte, la copie tachée de cendre, et maintenant, le véritable original. Il alluma une bougie et les relut tous les deux. Ceci, dit-il doucement, n'est pas seulement la fin d'un roman, c'est la résurrection des morts. J'ai hoché la tête lentement. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Il sourit faiblement. Je le donnerai à Ivy Clark. C'est elle qui est désormais la gardienne de cet héritage. Puis, il s'assit, joignit les mains et, pour la première fois depuis des jours, s'autorisa à se reposer. Chapitre 7. Le nom qui n'a jamais été prononcé. Le lendemain matin, clair et pâle, le ciel londonien s'était levé. Pour la première fois depuis des jours, le ciel londonien avait dévoilé son voile trouble, révélant des toits baignés d'une lumière fragile. Pourtant, il n'y avait aucune chaleur. La chaleur provenait plutôt du sentiment que nous approchions des derniers fils de la tapisserie, même si l'un d'eux restait obstinément dénoué. Hercule Poirot était assis à son bureau, polissant le manche de sa canne, avec un chiffon bien trop immaculé pour avoir jamais touché la poussière. Devant lui se trouvait la dernière page originale du Le Domino de verre, à côté de son frère en carbone carbonisé. La question qui persiste, dit-il sans lever les yeux, n'est pas ce que dit la page, c'est, mon ami, est désormais clair. Il a plié le tissu avec précision. C'est pourquoi Rivington a choisi de ne pas prononcer un seul nom. Je fronçai les sourcils. Wexley? Poirot hocha la tête. Il a décrit l'homme. Presque tout le monde l'a nommé. Le colonel au passé fantomatique. Mais dans le dernier paragraphe, il l'a passé sous silence, comme si la vérité était trop crue pour être dite à voix haute. J'ai ouvert la bouche pour répondre quand on a frappé à la porte. Poirot se leva. Enfin, ce sera elle. Il avait raison. Mademoiselle Ivy Clark entra dans la suite, l'air toujours aussi calme et posé, même si son regard exprimait quelque chose d'inédit, une tension, peut-être, ou le poids de la connaissance. « Je suis venue dès que j'ai pu, dit-elle. Tu as dit que tu avais quelque chose ?» Poirot fit un geste vers la table. L'original. On l'a maintenant. Ivy traversa la pièce et baissa les yeux. Tandis que ses yeux parcouraient les lignes dactylographiées, ses doigts flottaient juste au-dessus de la page, comme s'ils avaient peur de la toucher. « C'est sa voix, dit-elle doucement. Tout à fait la sienne. Ça se sent au rythme, comme il ralentit à la fin, comme s'il savait que c'était un adieu. » Poirot l'étudia attentivement. « Vous étiez très proche de lui, mademoiselle. » Elle hocha légèrement la tête. On ne l'a jamais dit à voix haute, mais oui, je l'aimais. Et je crois qu'à la fin, il m'aimait aussi. Poirot n'offrit ni sourire, ni hochement de tête. Seul le silence qui, à cet instant,
était la plus pure forme de sympathie. Et pourtant, dit-il doucement, il y a encore bien d'autres choses que tu ne nous as pas dites. Ivy leva brusquement les yeux. Poirot leva la main. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Vous étiez la seule personne à qui Rivington confiait son passé. Ni l'éditeur, ni son avocat. Vous avez tapé ses aveux. Vous connaissiez les noms avant nous tous. Elle ne l'a pas nié. Et quand le manuscrit original a disparu, poursuivit Poirot, vous n'avez pas paniqué, parce que vous aviez déjà fait votre propre copie. Vous me l'avez envoyé. Maintenant, elle avait l'air stupéfaite. Je n'ai pas... Non, répondit Poirot. Pas directement. Tu l'as confié à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui croyait en la vérité. Quelqu'un qui pouvait la transmettre discrètement. Ivy s'assit lentement sur la chaise en face de lui. Je devais le protéger, dit-elle. Et moi aussi. La veille de sa mort, Edgar m'a confié qu'il craignait que quelqu'un ait découvert le contenu du dernier chapitre. Il a dit avoir aperçu un homme qui le suivait devant son club. Grand, manteau sombre, une cicatrice sous un œil. Poirot haussa les sourcils. La marque d'un soldat. Ivy hocha la tête. Il pensait que c'était peut-être Wexley, ou quelqu'un qui l'avait envoyé. « Et qu'as-tu fait ?»« J'ai retiré la page, » dit-elle simplement, de l'enveloppe destinée à l'avocat. Je l'ai remplacée par une feuille blanche. Puis, j'ai placé la vraie page dans une chemise scellée et je l'ai donnée à quelqu'un en qui j'avais confiance, un ancien collègue de presse. Il vous l'a envoyée après l'incendie. Les yeux de Poirot pétillèrent. Vous avez été l'artisan du sauvetage. Je ne pouvais pas le laisser disparaître, dit-elle. Pas comme Anouk, pas comme son frère. Il y eut une longue pause. Poirot se pencha en avant. Alors, il est temps, mademoiselle Clark. Il est temps de prononcer le nom. Elle le regarda fixement. Je ne peux pas, dit-elle. Ce n'est pas juste un nom, c'est une lignée, un bouclier. Il était protégé à l'époque, et il l'est toujours. La voix de Poirot se réduisit à un murmure. Mais il a tué un garçon innocent, et a permis qu'un mensonge soit écrit pendant des décennies. Ivy ferma les yeux. Colonel Oswin Wexley, dit-elle. Poirot expira. Et il est toujours en vie ? Elle hocha la tête. À peine. J'ai vérifié. Il vit dans une propriété privée près du Kent. Pas de famille. Retraité sous un autre nom. Monsieur Ellis Carmichael. Je l'ai écrit. Poirot enfilait déjà ses gants. Viens, Hastings. Allons rendre visite à l'homme qui a passé sa vie à fuir un seul instant. Le train pour Kent était silencieux. Poirot parlait peu, les yeux fixés sur les champs qui défilaient par la fenêtre. Le soleil avait percé les nuages, projetant de longues ombres dorées sur la campagne. Mais il ne semblait pas les voir. Lorsque nous sommes arrivés au domaine, il était un peu plus de 16 heures. Un manoir bas, couvert de lierre, était niché derrière des grilles en fer et des haies. Un jardinier nous a accueillis au bord du chemin et, après une brève conversation avec Poirot, a accepté de nous faire entrer. Carmichael, Wexley, attendait dans un salon sombre et lambrissé, assis dans un fauteuil près du feu. Il était plus âgé que je ne le pensais, peut-être 90 ans, avec des yeux enfoncés et un visage sculpté comme du chêne. Mais il n'était pas frêle. Sa colonne vertébrale était droite. Ses mains étaient fermes. Et son regard, lorsqu'il croisa celui de Poirot, était aussi tranchant qu'une lame. « Vous venez d'Alger », dit-il sans le saluer. Poirot s'inclina légèrement. « Nous sommes venus pour un garçon, et un page, et un mensonge. » Wexley hocha lentement la tête. Je me demandais quand le jugement arriverait. Poirot resta debout.
Le regrettez-vous, monsieur ? Le regard de Wexley se porta vers le feu. Je l'ai regretté au moment même où c'est arrivé. Mais le regret n'est pas un antidote à l'histoire, ni à la mémoire, dit Poirot. Anouk El-Diri s'en souvenait, et Edgar Rivington s'en souvenait. Il n'aurait jamais dû l'écrire. Mais il l'a fait, dit Poirot. Et tu avais l'occasion de l'arrêter. Tu ne l'as pas fait. Je le croyais, dit Wexley. Je lui ai rendu visite une fois pour le lui rappeler. Mais il a refusé d'être prévenu. La voix de Poirot était douce maintenant. Tu étais un soldat et un tueur. Mais ce que tu es maintenant, c'est une relique. Wexley ferma les yeux. Je n'ai plus jamais prononcé son nom. Poirot hocha la tête. Ivy Clark à la dernière page. La vérité sera publiée. Wexley ne dit rien. Poirot se tourna pour partir. Mais avant qu'il n'atteigne la porte, la voix de Wexley l'appela. « Dis-lui que je m'en souviens. » Poirot ne répondit pas. Dehors, sous le soleil déclinant, nous descendions lentement le sentier vers la route. Le vent charriait l'odeur des feuilles mortes. Derrière nous, la maison était redevenue silencieuse. Poirot expira. « Un nom, dit-il. Un instant, et une vie de silence. » Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Chapitre 8. La menace dans l'enveloppe. La date de publication avait été fixée, 14 janvier, 10 jours seulement après notre visite dans le Kent. Ce serait la première fois que le monde lirait le Domino de Verdun en son intégralité, dernière page comprise. L'exécuteur testamentaire de Rivington avait accordé son autorisation. Ivy Clark avait soumis le manuscrit complet à Westminster Press, et Howard Hartley avait enfin publié une déclaration discrète reconnaissant la vérité ancrée dans la fiction. En théorie, tout était réglé. En vérité, ce n'était pas le cas. Car 2 matins avant la publication de l'article, une lettre est arrivée à notre hôtel, adressée non pas à Poirot, mais à mademoiselle Ivy Clark. Il avait été réacheminé par les bureaux de l'éditeur et transmis à nos soins par M. Prentice, l'éditeur toujours nerveux de Westminster. L'enveloppe était épaisse, lourde, et sentait légèrement l'eau de Cologne. Il n'y avait ni adresse de retour, ni nom. Juste un cachet de cire, brisé, et une seule page dactylographiée pliée en 2. Ivy était assise avec nous dans notre suite, pendant que Poirot le lisait à voix haute. Les mots étaient à l'imprécis, le ton était sec, mais le message était sans équivoque. Vous croyez que la vérité est désormais sauve. Vous croyez que les mots sur une page suffisent à absoudre les morts et à condamner les vivants. Soyez prévenus. Publiez, et les conséquences ne seront pas littéraires. Elles seront personnelles. Il est encore temps de se taire. Certains héritages doivent rester enterrés. Quand il eut fini, la pièce était silencieuse. Les mains d'Ivy tremblaient légèrement sur ses genoux. « C'est une menace, » dis-je en me levant. « Une menace directe. » Poirot hocha la tête. « Oui, et une œuvre de quelqu'un qui croit encore avoir le contrôle. »« Wexley ?» demandai-je. Poirot secoua la tête. « Non, cet homme a déjà rendu les armes. Il n'a plus rien à perdre. Mais quelqu'un d'autre, si. Quelqu'un qui n'a pas encore fini de nettoyer la piste. » Il se tourna vers Ivy. « Soyez honnête avec moi, mademoiselle. Y a-t-il quelqu'un d'autre, quel que soit son nom, qui manque encore au manuscrit ?» Elle hésita, juste un instant. Puis elle hocha la tête. « Il y en avait un autre, » dit-elle doucement. « Pas un tueur, mais un protecteur. Quelqu'un qui a contribué à tout dissimuler. Quelqu'un d'assez haut placé pour déplacer des documents, effacer des archives, sceller des dossiers. « Braithwaite ?» dis-je, stupéfait. Ivy hocha de nouveau la tête. « Julian Braithwaite. » Les yeux de Poirot brillaient. « Bien sûr. »
Moins d'une heure plus tard, nous étions de nouveau dans le service des archives du ministère de la Défense. Mais cette fois, Poirot n'était pas là pour demander l'accès. Il était ici pour affronter un fantôme qui marchait encore à la lumière du jour. Braithwaite était exactement là où nous l'avions laissé, derrière un bureau poli, sous le tic-tac éternel d'une horloge murale. Mais lorsque Poirot entra, son calme vacilla. « Monsieur Poirot, dit-il sans se lever, vous êtes de retour. » Poirot déposa la lettre de menace sur le bureau. « Tu as écrit ça. » Les yeux de Braithwaite se posèrent sur la page. « Je ne l'ai pas fait. »« Non, » répondit Poirot d'un ton froid. « Vous avez utilisé la même machine à écrire Remington que vous possédez depuis 20 ans. Les mêmes erreurs d'espacement, la même dérive marginale sur la touche F. Vous l'avez tapé ici, dans ce bureau, et vous l'avez envoyé par la valise diplomatique à Westminster. » Braithwaite ne dit rien. Poirot s'approcha. « Vous n'étiez pas à Alger, mais vous étiez ici. Vous avez reçu les premiers rapports. Vous avez signé les ordres de destruction des dossiers en 1951. Vous avez scellé le dossier et vous avez veillé à ce qu'aucune enquête ne soit jamais ouverte. » La voix de Braithwaite, lorsqu'elle se fit entendre, était basse. C'était une autre époque. Le ton de Poirot resta ferme. « Ce temps est révolu. »« Vous ne comprenez pas, » rétorqua Braithwaite. « Nous combattions des ombres. La moitié du gouvernement jouait aux échecs avec des fantômes. Nous nécessaires des hommes comme Wexley. Il nous fallait des mensonges pour faire tourner la machine. » Poirot hocha la tête. « Et le garçon ?» Braithwaite détourna le regard. Collatéral. Les yeux de Poirot se rétrécirent. « Non, » dit-il. « C'était une personne. » La bouche de Braithwaite se tordit. « Et maintenant, vous voulez me détruire à cause d'un traducteur mort et d'une ruelle oubliée d'Alger ?» Poirot se pencha en avant. « Non, monsieur. Vous vous êtes ruiné. » Il s'est redressé. Ivy Clark bénéficiera d'une protection policière complète. La tournée de presse aura lieu. Si cela se produit entre maintenant et le 14 janvier, votre nom sera sur chaque page qui suivra. » Poirot se retourna et sortit. Cette nuit-là, Ivy a séjourné dans notre suite à la demande de Poirot. Scotland Yard avait posté un agent dans le couloir et un second agent était en poste dans le hall. Elle était pâle, épuisée, mais n'avait plus peur. « Il ne l'arrêtera pas, » dit-elle tandis que nous servions du thé. « Pas maintenant. »« Non, » acquiesça Poirot. Mais cela le perturbe encore, car la vérité a trouvé sa forme. J'ai versé une mesure de cognac dans ma tasse et je me suis assis. « Et vous ?» lui ai-je demandé. « Quand ce sera publié, que ferez-vous » Elle regarda par la fenêtre. L'horizon de Londres était un flou de lumière dorée. « J'écrirai, » dit-elle simplement. « Quelque chose de personnel, pas sur la guerre, pas sur les fantômes, mais quelque chose qui commence là où tout cela finit. » Poirot sourit. « Cela, » dit-il, « est très sage. » Le lendemain matin, une déclaration officielle a été publiée par Westminster Press. Nous sommes heureux d'annoncer que le dernier roman d'Edgar Rivington, Le Domino de verre, paraîtra dans son intégralité le 14 janvier. Cette édition inclura le dernier chapitre inédit, comme l'auteur l'avait souhaité. C'est une œuvre de fiction, mais c'est aussi, peut-être, quelque chose de plus. À la vérité qui attend dans l'ombre, celle-ci est pour vous. En dessous se trouvait une photographie en noir et blanc de la dernière page originale, légèrement carbonisée sur les bords. Au bas de l'image, en petits caractères, figurait une nouvelle ligne, transcrite et conservée par Miss Ivy Clark. Poirot et moi l'avons lu ensemble dans la salle du petit déjeuner. Il a mis le papier de côté. « C'est fait, dit-il. » J'ai hoché la tête. «
Tu crois que les gens comprendront ? Poirot sirota son café. Certains le feront, d'autres le contesteront. Mais l'important, Hastings, c'est qu'ils n'oublieront plus. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant la ville prendre vie au-delà des fenêtres. Poirot croisa les mains sur sa canne et me regarda. « Tu sais, Hastings, dit-il, malgré toutes mes petites cellules grises, je ne crois pas que j'aurais pu écrire quelque chose d'aussi beau. »« Non, ai-je répondu, mais tu as fait en sorte que quelqu'un d'autre puisse le faire. » Chapitre 9. La lettre dans la doublure. Le 14 janvier est arrivé avec une splendeur solennelle que seul le soleil d'hiver peut offrir. Froid mais clair, comme si le ciel lui-même avait choisi de ne pas juger. La première édition de Le Domino de Very fut publiée le matin même. À midi, il était le sujet de toutes les chroniques de journaux, blogs littéraires et bulletins radiophoniques de Londres. L'acte final de Rivington est plus un mémoire qu'un mystère, a déclaré le Daily Telegraph. Une fiction qui touche plus profondément que la vérité, a écrit le Times. Il ne s'agissait pas simplement d'une publication posthume, c'était une prise de conscience. Un débat national s'était engagé. Dans les salons et les cafés, dans les maisons d'édition et les universités, on débattait pour savoir si le dernier chapitre de Rivington était une confession voilée ou simplement une magistrale démonstration de culpabilité littéraire. La plupart pensaient que c'était les deux, mais tout le monde n'était pas content. Ce matin-là, Poirot et moi nous trouvions dans le hall de l'immeuble Davy Clark, où deux officiers rôdaient encore, discrètement vigilants. Nous emportions avec nous un exemplaire de la première édition, remis en main propre par l'éditeur, le titre gravé en or et la dernière page imprimée d'un fac-similé de la signature de Rivington. Nous avons frappé. Ivy a répondu rapidement, tenant déjà un exemplaire correspondant dans ses bras. « C'est magnifique, » dit-elle. Je ne m'attendais pas à pleurer. Poirot sourit doucement. « Tu en as parfaitement le droit. Tu l'as livré sans encombre. »« J'avais peur que ce soit la fin, » a-t-elle dit. « Mais ce n'est pas le cas. »« Non, » dit Poirot. « C'est le début. » Nous entrâmes. Le feu était allumé et la bouilloire sifflait doucement sur le poêle. Pendant qu'Ivy préparait le thé, Poirot se dirigea vers son bureau et étudia une petite pile de lettres et de coupures de presse. Les critiques affluaient déjà, la plupart élogieuses, certaines sceptiques, quelques-unes acerbes. Mais le regard de Poirot se posa alors sur autre chose. Un petit paquet carré, non ouvert, adressé à Ivy en lettres cursives bouclées. Il le souleva avec précaution. « Mademoiselle Clark, dit-il. Puis-je » Elle se retourna. « Oh, je n'avais pas vu ça. Il a dû arriver hier. » Poirot le retourna. L'adresse de retour était manuscrite. E. Rivington. Ivy pâlit. Mais il est mort en octobre. Les doigts de Poirot tremblaient lorsqu'il brisa le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre, pliée une fois, légèrement jaunie par le temps, et une petite pochette en velours. Il a ouvert la lettre en premier. « Ma très chère Ivy, si vous lisez ceci, c'est que je suis allé trop loin, ou pas assez loin. J'écris ceci au cas où le courage me manquerait le moment venu, ou si d'autres tentent de parler à ma place. Vous connaissez l'essentiel de l'histoire, mais il y a une chose que j'ai cachée, non par tromperie, mais par peur. Je n'étais pas seulement témoin à Alger, j'étais un acteur. L'arme qui a tué le frère d'Anouk, c'était la mienne. J'ai tiré, et je vis dans l'écho de ce moment depuis 30 ans. Ce n'était pas un meurtre, c'était de la panique, de la confusion. Il avait saisi quelque chose, une sacoche, pas une arme. Mais j'ai vu ce que j'étais habitué à voir. Un ennemi,
une silhouette, et j'ai appuyé sur la détente. Wexley a enterré le corps. Hartley a rédigé le rapport. Braithwaite a scellé le dossier. Mais moi, j'ai enterré l'homme, dans ma tête, chaque jour, jusqu'à ce que je commence à écrire. La dernière page ne suffit pas, mais c'est ce que je peux offrir. Cette pochette contient le bouton de manchette qu'il portait, le seul morceau de lui que j'ai gardé, non pas comme un trophée, mais comme une promesse. Un jour, il devra rentrer chez lui. Tu sauras quoi faire. Pardonnez-moi. Ou pas. Mais s'il vous plaît, terminez ce que je n'ai pas pu faire. Bien à toi, Edgar. La pièce était silencieuse. Les lèvres d'Ivy tremblaient lorsqu'elle prit la bourse et tira sur le cordon. À l'intérieur se trouvait un unique bouton de manchette, en argent, ovale, gravé d'une délicate calligraphie arabe. Poirot le retourna. Au dos, une inscription discrète, F. Eldiri. Son nom, murmura Ivy. Farouk. Poirot le posa doucement sur la table. C'est un cadeau, dit-il doucement. Et un fardeau. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il se tourna vers Ivy. Cela dépend de mademoiselle Clark. Mais si elle le souhaite, je peux contacter un collègue du consulat d'Alger. La famille Eldiri était connue, respectée. S'ils ont des descendants, ce document pourrait encore arriver. Ivy s'assit lentement. Je pense que c'est exactement ce qu'Edgar voulait. Poirot hocha la tête. Alors, nous veillerons à ce que cela soit fait. Cet après-midi-là, Poirot fit photographier le bouton de manchette et la lettre par un professionnel et les enferma dans un étui protecteur. Il rédigea un mot manuscrit, l'un des rares que je l'ai jamais vu écrire lui-même, et y raconta l'histoire de l'homme qui avait porté ce jeton d'argent malgré toute une vie de culpabilité. À la fin de la semaine, il a été envoyé à l'ambassade d'Algérie. Pas de communiqué de presse, pas d'annonce, juste un colis, calme, honnête. Les jours qui suivirent furent une étrange harmonie de clôture et d'écho continu. Hartley a présenté sa démission de Westminster Publishing, invoquant des raisons de santé. Braithwaite, soumis à un contrôle interne discret, a été privé de tout accès aux archives classifiées. Son dernier acte a été de soumettre un rapport scellé, dont le titre est inconnu, au Cabinet Office. Sebastian Rivington, le fils qui avait tant essayé de rester à l'écart, a publié une déclaration renonçant à toute prétention sur la succession de son père. « Laissons les mots parler d'eux-mêmes », a-t-il écrit, et ils l'ont fait. Le domino devait revendu à plus de 200 000 exemplaires au cours de sa première semaine. Mais surtout, cela a suscité des centaines de lettres envoyées à Ivy Clark, à Poirot, à l'éditeur. Des lettres de veuves de guerre, de soldats oubliés, de ceux qui avaient attendu des décennies que quelqu'un, admette que la vérité porte parfois un masque trop longtemps. C'était début février, lorsque Poirot et moi avons fait notre dernière promenade le long de la Tamise. La lumière hivernale persistait chaque jour davantage et la rivière scintillait d'or et de gris sous les ponts. Poirot portait son lourd manteau, ses gants impeccablement ajustés, sa canne claquant doucement sur le trottoir. « J'ai résolu de nombreux meurtres, Hastings, » dit-il enfin. Mais là, c'était différent. J'ai hoché la tête. Parce que ce crime est de l'histoire ancienne? Il sourit faiblement. Non, parce que la victime, c'était la mémoire. Et la mémoire est le suspect le plus insaisissable de tous. Nous nous sommes arrêtés sur un banc et avons regardé un bateau à vapeur dériver lentement vers l'est. « Et Ivy ?» demandai-je. « Elle écrit, dit Poirot, chaque matin, un roman à elle.
Je crois qu'elle l'a bien mérité. J'ai regardé au loin, au-delà de l'eau. Pensez-vous que Rivington a trouvé la paix ? Poirot resta silencieux un long moment. Puis il dit, très doucement, « Il n'est pas mort en héros, ni en méchant, mais en homme. Et c'est là, je crois, le véritable héritage. » Le vent se levait autour de nous. Derrière nous, la ville vibrait doucement. Et pour une fois, il n'y avait plus de secret à chasser. Chapitre 10. L'encre silencieuse. Ivy Clark était assise seule à son bureau, les dernières lueurs du jour effleurant le bord du rideau, comme un souvenir qui s'estompe. La fenêtre à côté d'elle était entr'ouverte sur le calme londonien de ce début mars, trop froid pour être réconfortant, mais pas assez cruel pour l'enfermer complètement. La saison changeait, et elle aussi. Devant elle se trouvait une feuille de papier vierge, bordée par le bord usé de son carnet. Elle avait essayé, à 3 reprises, de commencer la première ligne. Et à chaque fois, elle avait hésité. Ce n'était pas la peur qui la retenait, ni le chagrin, mais une étrange forme de révérence, le poids d'avoir été chargée de la vérité, d'un héritage si complexe et tragique, que commencer quelque chose de nouveau lui semblait presque une trahison. Le bouton de manchette n'était plus avec elle. Il avait été livré, comme promis, au consulat d'Algérie. Une lettre arriva quelques jours plus tard. Un cousin de Farouk El-Diri, désormais âgé, avait reconnu le symbole familial gravé au dos. Il le préserverait, disait-il, en sa mémoire, et en celle d'Anouk. Lorsque la nouvelle lui est parvenue, Ivy a pleuré. Non pas parce que c'était tragique, mais parce que, pour la première fois de sa vie, quelque chose d'injuste avait été reconnu et non effacé. Sa main bougea enfin. La plume toucha la page. Dans le calme de l'entre-deux-guerres, un silence mortel subsistait. Elle l'entendait dans chaque couloir, chaque escalier murmurant, chaque courant d'air qui faisait trembler les carreaux. Mais elle ne se laisserait pas emporter. Plus jamais. Elle marqua une pause. Elle tapota le stylo contre le bureau. Un bruit derrière elle interrompit sa concentration. Un coup. Elle se leva et traversa la pièce. Dehors, un coursier tenait un mince paquet enveloppé dans du papier crème. Il ne portait aucune adresse de retour, seulement son nom. Elle a signé sans parler et est retournée au bureau. En l'ouvrant, je découvris un vieux livre, relié en lin vert, dont le dos était effiloché par les années d'utilisation. Sur la couverture intérieure se trouvait une note manuscrite, d'une écriture épurée et nette, pour celui qui apportait l'histoire quand le monde refusait de le faire. Il reste encore des pages à écrire. H. Howard Hartley. Elle sourit faiblement et ouvrit le livre. À l'intérieur se trouvaient des pages de notes, les premiers journaux de Rivington, des brouillons, des idées à moitié formées, des scènes inédites. Le domino de verre, mais une page l'arrêta. C'était un monologue, une réflexion d'un personnage anonyme, écrite au crayon de l'écriture familière de Rivington. Nous sommes tous des palimpsestes ambulants. Nos vies sont écrites sur celles de ceux qui nous ont précédés. Leur amour, leur ruine, leurs regrets. Mais les mots ne s'effacent jamais, pas vraiment. Ils demeurent sous l'encre, sous les années, attendant. Ivy a tracé ses doigts sur les mots, en attendant. Oui. Elle posa le livre et regarda par la fenêtre, au-delà des toits, vers un ciel qui commençait à rougir du crépuscule. Quelque part, à l'autre bout de la ville, Poirot préparait le thé. Il lui avait dit qu'il se retirerait pour un temps. Pas d'enquête, pas de visiteurs. Ces petites cellules grises, avait-il dit avec un sourire ironique, doivent se reposer avant de s'éterniser. Elle respectait cela, et l'enviait aussi.
Mais son repos était déjà venu et reparti. Elle retourna à la page et prit son stylo. La porte était restée fermée pendant des années. Mais maintenant, elle s'est ouverte, non pas avec fracas, mais avec un souffle. Elle a écrit jusqu'à ce que le ciel devienne noir. Ailleurs, à Londres, Hercule Poirot se tenait devant la cheminée de sa suite de Baker Street, regardant les ombres s'allonger le long du mur. Sur la cheminée trônait une photographie. Edgar Evington, assis sur un banc de jardin, un stylo à la main, riant. Un instant spontané, rare et spontané. À côté se trouvait l'édition finale de Le Domino de verre, dont les angles avaient déjà été adoucis par l'usage. Poirot l'avait lu 3 fois, non pas pour y trouver des indices, mais pour en comprendre le sens. Il pensait souvent à Farouk El-Diri, à Anouk, à Wexley, Hartley et Braithwaite, aux nombreux noms qui lui étaient à passer par les oreilles au fil des ans, certains rachetés, d'autres damnés, d'autres tout simplement oubliés. Cette affaire ne s'était pas terminée avec des menottes, elle s'était terminée avec du papier. Il a aimé ça. Il se servit un petit verre de crème de cassis et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville respirait paisiblement. Malgré tout son bruit et son mouvement, Londres était silencieuse lorsqu'on cessait d'écouter les voitures ou les pas pour se mettre à l'écoute des mémoires. Poirot sourit. Il n'y avait plus de lettres, plus de menaces, plus de pages manquantes. La vérité n'était plus cachée. Il leva son verre pour porter un toast silencieux. À la fille qui s'est souvenue. Et j'ai bu. 2 mois plus tard, les premières critiques du nouveau roman d'Ivy Clark, Entre les pétales, commença à circuler dans les cercles littéraires. On le qualifia d'envoûtant, élégant et inflexible. Personne n'a mentionné le domino de verre par nom, mais les lecteurs ont remarqué la force tranquille de l'héroïne, sa façon d'observer le monde à travers des couloirs d'ombre et de toujours sembler porter un poids invisible. Un critique a déclaré « Il y a de la vérité dans chaque silence qu'elle écrit et du chagrin dans chaque souffle de ses personnages. Ce n'est pas une histoire de guerre, c'est ce que la guerre laisse derrière elle. Le livre s'est vendu modestement, mais c'était important, parce que dans la vitrine d'une librairie à Hampstead, nichée entre 2 livres de poche policiers et un mémoire de guerre, Entre les pétales, il était fièrement exposé. Au-dessus, une pancarte manuscrite disait « Une voix longtemps réduite au silence, désormais entendue. » Et quelque part sur l'étagère du bas, non ouvert, non lu, mais pas oublié, se trouvait un petit exemplaire de Le Domino de verre. Sa couverture est usée, ses coins sont adoucis, sa dernière page intacte